C'est parti pour les Ivala 2014. Les premières empoignades ont débuté ce samedi par le canton de Pia sous le regard du chef de l'État Faure Esozimna Nyazingbe. Et puis dernière ligne droite pour le mondial 2014 ce week-end. Demain aura lieu le très attendu Argentine-Allemagne. Et vous suivrez en direct les pronostics des Togolais à des millions de kilomètres du Brésil. Mais ce samedi, l'équipe brésilienne prendra-t-elle sa revanche sur les Pays-Bas? Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre pour le journal sur la télévision togolaise. Première empoignade ce samedi dans le canton de Pia pour le compte des Ivala 2014. Pendant près d'une semaine, les jeunes de la COSA vont suivre le rituel des luttes traditionnelles leur permettant de passer de la classe des adolescents à celle des adultes. C'était sous le regard du chef de l'État Faure Esozimna Nyazingbe. Le compte rendu avec Nestor Monzo. L'événement traditionnel et culturel qui draine beaucoup de monde en pays kabien au mois de juillet est sans doute les luttes traditionnelles Ivala. Comme par les années passées, le président de la République, Faure Esozimna Nyazingbe, est au rendez-vous de cet événement majeur dans la vie du jeune kabien. C'est le village de Lao, dans le canton de Pia, qui a donné le ton. En blanc, les Ivala de Lao haut et en vert, ceux de Lao bas. Depuis la nuit des temps, les luttes commencent toujours à Lao, pour une raison bien précise. C'est à Lao où le prêtre, Tchadjo nous l'appelons, vient et on annonce que le prêtre Tchadjo est descendu. Et ça donne ouverture à tous les cantons qui pratiquent. Et voilà. Quand il descend, nous avons des lieux sacrés où il doit passer. Pour solliciter la moisson, la pluie, pour une saison très heureuse. Ivala est une épreuve à laquelle le jeune kabien, âgé de 18 ans, se soumet pendant 3 ans. Une initiation qui lui permet de forger son caractère et ses aptitudes physiques. À partir de ce rituel, le jeune kabien change de classe. Il quitte l'adolescence pour entrer dans la cour des adultes. À la fin des empoignades, ce sont les Ivala de Lao qui ont battu les Verts de Lao bas par 24 points contre 17. Du côté des non-initiés, à Rosa, la victoire a changé de camp. C'est Lao bas qui l'emporte par 17 points contre 9 à Lao. Aux yeux de la ministre de la Communication et de la Culture, Ivala incarne des valeurs qui vont au-delà des rites traditionnels. Fondateur pour le peuple kabien, mais fondamental par rapport aux valeurs que cela véhicule. Parce que préparer le jeune à être responsable vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la cité, lui donner le sens de l'endurance, le sens du service à rendre à la communauté, c'est très important. Et il est heureux de voir que d'année en année, nous avons réussi à sauvegarder ce patrimoine culturel commun. Et il est important que les valeurs que véhicule cette initiation soient partagées pour l'ensemble des populations togolaises et pour le monde entier. Mais au-delà également de l'aspect culturel, c'est un événement qui rassemble. C'est un moment fort de rencontre et de dialogue. Là, nous devons tout faire pour le pérenniser. C'est parti pour 8 jours. Durant une semaine donc, c'est l'ambiance qui va régner dans la Kouza et dans Doufelgou. C'est dans cette ambiance que le chef de l'État a quitté le terrain de l'école officielle de Lao Kanyama.
Nestor Mouzou l'a dit, la fin de cette semaine et toute la semaine prochaine seront donc consacrées en pays kabien aux luttes traditionnelles Evala. Et depuis 4 ans, durant cette période, le carrefour commercial et culturel de Kara organise ce qu'il appelle le village Evala, un projet conçu pour mettre en valeur la culture kabien. L'ouverture de ce village, édition 2014, toujours avec Nestor Mouzou. Cette rencontre marque le lancement de la 4e édition du village Evala. Le village Evala est un rendez-vous initié par le 3CK, Carrefour commercial et culturel de Kara. Il constitue un cadre d'échange culturel et offre l'opportunité aux opérateurs économiques de faire des affaires. Le village Evala, c'est un événement culturel et commercial. Commercial parce que c'est une foire d'exposition. C'est un marché occasionnel, mais la particularité du marché occasionnel, c'est que au sein du marché occasionnel, il y a plusieurs activités culturelles qui s'organisent à l'intérieur de ce marché occasionnel, dont la promotion des activités des artistes, la promotion des produits des sociétés et la promotion des promoteurs culturels aussi. Pour cette 4e édition, des innovations ont été apportées dans l'organisation du village Evala. Le village Evala de 2014 connaît l'implication de l'association Amitié hors frontières, une ONG française qui apporte son expertise en matière de tourisme. La cérémonie d'ouverture s'est poursuivie avec la coupure du ruban symbolique du site de la foire et la visite des différents stands d'exposition. Autre actualité, c'est hier que la communauté internationale a célébré pour la 27e fois la journée mondiale de la population. Après la célébration officielle à Tchévier dans le Zion, d'autres manifestations locales ont marqué la journée. Dans ces nouveaux locaux, dans les savanes, l'UNFPA a organisé une conférence débat puis un cross-country à travers la ville autour du thème choisi cette année qui est « Dividende démographique, investir dans la jeunesse ». Désiré Aloy. Le 4e recensement général de la population togolaise avance le chiffre de 828 224, le nombre d'habitants de la région des Savanes. 67% de cette population est constituée essentiellement de jeunes de moins de 25 ans. Une couche de la population qui peut assurer la croissance économique si elle est bien gérée. L'UNFPA, dans ses engagements pour le bien-être des adolescents et faciliter l'inclusion de nouveaux objectifs concernant les jeunes dans le programme de développement de l'après 2015, ouvre le débat autour du thème « Le dividende démographique, investir dans les jeunes ». Un thème choisi pour célébrer la 27e journée mondiale de la population au Togo. À Dapan, l'UNFPA qui ouvre ses bureaux dans la région échange avec les acteurs du comité de développement et les représentants des jeunes pour cerner la notion de dividende démographique et chercher les solutions aux problèmes qui handicapent l'épanouissement des jeunes. Nos pays qui ont amorcé une phase de transition démographique, la jeunesse est une force potentielle pour assurer le développement de ces pays. Mais il va falloir assurer ou garantir à cette jeunesse une bonne santé, une bonne éducation, afin qu'elle soit bien formatée à assurer le développement qu'on attend d'elle demain. Munie de bonnes compétences, cette jeunesse doit également bénéficier d'un environnement économique qui favorise l'accès et la promotion de l'emploi. L'UNFPA appelle donc les gouvernants à prendre des dispositions en faveur des jeunes en améliorant la santé maternelle, l'éducation, l'instruction, la formation qualifiante et créatrice d'emplois, bref la bonne gouvernance socio-économique et politique pour impulser le pays vers l'émergence. Pour mieux sensibiliser les jeunes et les autorités sur les dangers liés aux grossesses précoces, IST-VIH, et disséminer les informations sur les responsabilités des uns et les autres, un cross-country à travers les acteurs de la ville de Dapan a été organisé. Les meilleurs de chaque catégorie sont primés. La population mondiale évolue à un rythme galopant avec une densité de plus en plus forte chez
les jeunes. Partout, on parle de progression démographique et ses impacts sur les politiques de développement engagées par les gouvernements. Et quelles sont les solutions envisageables? Éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Pierre Soussouko. D'après les derniers recensements généraux de la population de l'habitat, 60% de la population au Togo a moins de 25 ans et 42% moins de 15 ans. La proportion des jeunes de 10 à 19 ans est de 22%, tandis que celle de 15 à 24 ans est de 19%. Des chiffres qui traduisent l'extrême jeunesse de la population et son évolution semblent coïncider avec la progression démographique mondiale. Ce qui amène à s'interroger sur la satisfaction des besoins dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Comment donc faire en sorte que, au lieu que cette jeunesse soit à la charge des 25 ou 30% d'adultes, comment faire pour que cette jeunesse-là ait soit les capacités, soit en bonne santé, pour que demain, justement, c'est elle qui porte le poids du développement. Et il est donc clairement admis qu'un investissement rationnel dans la jeunesse, à travers une éducation de qualité, à travers l'accès universel aux services de santé, à travers la création d'emplois, à travers la bonne gouvernance et un certain nombre d'indicateurs qui sont codifiés au niveau international, nous allons réussir à transformer l'essai. Le meilleur investissement pour améliorer la vie des générations futures consiste à investir dans les jeunes en promouvant des habitudes saines et en assurant une éducation et des possibilités d'emploi des jeunes, comme le souhaite le thème de la 27e édition de la Journée mondiale de la population, investir dans les jeunes. Et en matière de santé des adolescents et des jeunes, qui sont particulièrement axés sur les besoins de santé de ces adolescents et des jeunes, on peut noter que les problèmes auxquels ils sont confrontés concernent les problèmes de grossesse précoce, de grossesse non désirée, d'avortement provoqué et non médicalisé, des problèmes de toxicomanie ou de drogue et autres stupéfiants, mais aussi des problèmes liés aux accidents de la circulation et autres. Tous ces problèmes ont préoccupé le ministère de la Santé qui, suite à la réunion du Caire en 1994, a mis en place un service national de la santé des adolescents et des jeunes qui est venu remplacer l'ancien service de la médecine scolaire et universitaire pour élargir les questions de santé des adolescents et des jeunes à toutes les couches de jeunes et adolescents. Il faut dire également que les jeunes et adolescents constituent une couche vulnérable pour le ministère de la Santé et donc les actions prioritaires doivent être menées vers cette couche vulnérable. Et pour un avenir plus durable et plus rassurant de la population, surtout des jeunes, beaucoup s'accordent à dire qu'il faut donner dès maintenant aux jeunes les moyens d'agir à travers des plans de développement appropriés. Et toujours pour l'investissement dans les capitales jeunesse, des étudiants de l'université de Kara en fin de cycle et ceux des écoles privées d'enseignement supérieur de cette ville ont bénéficié cette semaine d'une formation. Ils ont renforcé leurs capacités en entrepreneuriat. Leur formation est à mettre à l'actif du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Nestor Mozo. La ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé. Ces dernières décennies, la plupart des jeunes diplômés au Togo rencontrent des difficultés à trouver de l'emploi. Malgré les dispositions du gouvernement pour créer de l'emploi, la courbe du chômage est toujours ascendante. L'entrepreneuriat apparaît aujourd'hui comme une alternative à cette situation. Au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, des mesures sont prises pour encourager l'esprit entrepreneurial. En témoigne cette session de formation à Kara. Elle est organisée à l'intention des étudiants en fin de cycle de l'Université du Kara et de ceux des établissements privés de l'enseignement supérieur. Ce sont des potentiels opérateurs économiques. Donc nous avons pour devoir de les accompagner
d'éveiller en eux un esprit entrepreneurial, de les sensibiliser sur les réformes que le gouvernement a enclenchées, engagées, afin de faciliter l'exercice des affaires dans notre pays. Donc depuis un certain temps, le gouvernement a entrepris un vaste programme d'amélioration du climat des affaires pour que l'initiative privée puisse faire facilement se manifester, puisse éclore de façon à contribuer au développement économique de notre pays. Le potentiel entrepreneurial est le sujet central de cette formation, une formation assurée par le cabinet Solidarité et Développement. Il s'agit non seulement de présenter l'importance de l'auto-emploi aujourd'hui face au problème croissant du chômage, également de présenter aux participants le montage de plans d'affaires, un certain nombre d'exigences de la part des différentes parties prenantes à l'accompagnement de la création d'entreprises, des éléments importants sur le profil d'un entrepreneur, le prix à payer par un entrepreneur. Donc essentiellement, il s'agit un peu de susciter beaucoup plus l'engagement à la création d'entreprises. Les participants ont été sélectionnés sur la base de l'excellence. Ils sont une centaine à Kara. 150 autres étudiants ont bénéficié de la même formation à Lomé. Éducation supérieure encore, 48 étudiants en fin de formation à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO ont reçu ce samedi leur distinction de master. Un long parcours bien réussi qui fait d'eux désormais des architectes et urbanistes aptes à œuvrer pour l'embellissement des villes africaines. Après également 3 ans, d'autres étudiants ont reçu toujours ce samedi leur licence. Rachel Aoukou. C'est la fin de formation pour ces lauréats après 6 années d'abnégation, de labeur, de rigueur et d'assiduité à la recherche du master en architecture et urbanisme à l'EAMO, École africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme. 50 étudiants ont soumis leur dossier, 48 ont été plus méritants. Leurs efforts ont été salués et récompensés par cette distinction. Et dans la foulée, les meilleurs sont primés. J'ai proposé un complexe éco-culturel à Anéro, dans la localité de Yessouvito. Donc, pour arriver à ce niveau, j'ai dû travailler, être patiente et redoubler. J'ai eu des crises parce que c'était pas du tout facile, mais j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai travaillé et ça a donné. J'ai eu le prix du meilleur travail personnel de fin d'études, architecture, urbanisme. Oui, c'est après des efforts de recherche sur la thématique de l'écotourisme à Ouida au Bénin. Outre les étudiants en master, 75 autres ont reçu des distinctions pour la licence LMD. L'EAMO est fière d'abord de ses produits qu'elle forme et qu'elle met sur le marché de l'emploi. C'est un enseignement basé sur les contextes africains, à tel point que quand ils sortent, ils sont directement opérationnels et ils travaillent dans tous les cabinets, que ce soit cabinet d'architectes, cabinet d'urbanistes. À ce jour, 870 étudiants ont été formés à l'EAMO depuis sa création en 1976. L'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme regroupe 14 pays d'Afrique et délivre des diplômes internationaux ouvrant les portes de l'emploi partout dans le monde. Le ministère en charge de l'environnement a bénéficié hier d'équipements météorologiques et hydrologiques, du matériel qui permettra la mise en œuvre du projet gestion intégrée des catastrophes et des terres. Pour faire face donc aux phénomènes climatiques et catastrophes d'inondation au Togo, le gouvernement a mis en place un système d'alerte précoce afin de prévenir les risques d'inondation et de dégradation des terres. L'une de nos équipes s'est intéressée à ce système mis en place. Suivons les explications dans ce dossier réalisé par Adolphe Paca. Des rues, des quartiers et des maisons dans l'eau avec à la clé des dégâts matériels, c'est la vague de désolation qu'occasionnent des inondations lorsqu'elles frappent des communautés. Le Togo, à l'instar des autres pays de la sous-région, n'est pas épargné.
Et en riposte, les autorités togolaises ont désormais mis en place le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Il s'agit de renforcer les capacités des structures qui ont la charge de prévenir, les inondations, particulièrement par l'équipement. Le gouvernement a élaboré un mécanisme national d'alerte précoce et qui nécessite le renforcement des capacités des structures clés. Le système fonctionne en diverses composantes, notamment la réduction des risques et la gestion durable des terres, le renforcement institutionnel et la sensibilisation. Des activités communautaires sont également exécutées pour amener les populations à prendre conscience du danger. L'initiative fait ainsi appel à de nombreux acteurs, notamment le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, la société civile et la communauté à la base. Nous avons établi un système purement empirique et le système fonctionne d'abord entre les communautés, c'est-à-dire une communauté en amont qui constate la montée d'eau avertit les autres communautés en aval. Et le réseau de la Croix-Rouge, un réseau composé de près de 500 volontaires, permet seulement de vérifier les informations et d'assurer le partage de ces informations. Malgré tout, difficile de maîtriser les caprices de la nature, surtout avec le phénomène de changement climatique. D'où la forte implication du service de la météorologie pour des alertes précoces. Il s'agit de faire tous les jours des prévisions et que quand nous voyons que la situation peut se compliquer, il peut y avoir des pluies abondantes, nous le disons à notre système. Et il y a des gens qui peuvent déclencher l'alerte. La réussite donc de ce programme dépend certes de la synergie entre les acteurs multisectoriels, mais aussi et surtout des communautés vivant dans les zones inondables qui doivent coopérer. Le parti politique Alliance démocratique pour la patrie de Daokou Péry a tenu cet après-midi un point de presse à Lomé, point de presse au cours duquel le parti a annoncé sa décision de soutenir désormais la politique de réconciliation et de développement du président de la République Faure Esozimna Nyazingbe et de son parti Union pour la République Unir. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Hors du Togo, repérer les cas de la fièvre hémorragique et les diriger vers les centres de prise en charge est plus que difficile pour les médecins sur le terrain, car les familles préfèrent cacher leurs malades que d'être stigmatisés. Les tabous représentent donc un frein pour limiter la progression de l'épidémie Ebola. Il revit, ce jeune Guinéen. C'est un rescapé d'Ebola. Là, on vient de lui annoncer que le test de confirmation pour sa guérison, il est bien négatif. Donc là, on vient de lui donner la bonne nouvelle. On va le ramener dans son village. On va lui faire la douche de décontamination. Sa sortie de la zone d'isolement, Sassine Diano l'a fait sous les applaudissements. Il est vrai qu'ici, les bonnes nouvelles sont rares. Plus les malades attendent et plus leurs chances de survie se réduisent. Un message que le rescapé est prié de faire passer. Arrivé à la maison, il va témoigner pour nous aider la sensibilisation aussi. Dans la voiture qui le ramène chez lui, le jeune homme revit. Guéri, qui l'aurait parié lorsque le diagnostic est tombé. Sans vaccin, sans médicaments contre Ebola, il avait perdu espoir. Au village, les médecins lui remettent un certificat de guérison. Car la fièvre hémorragique continue à faire peur, tellement peur que certaines familles préfèrent cacher leurs malades plutôt que d'être stigmatisées. Conséquence, le virus se propage. C'est vrai en Guinée, mais aussi au Libéria et ici, en Sierra Leone, les 3 pays touchés par l'épidémie. Nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg. On a du mal à localiser les patients. C'est l'un de nos principaux problèmes. Repérer les cas et les diriger vers nos centres, c'est essentiel contre Ebola. C'est donc une véritable course contre la montre qui est enclenchée pour contrôler l'épidémie. Le dernier bilan fait état de 520 morts. Au
Au Togo, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Diakwa, a procédé hier vendredi à la pose de la première pierre et à la bénédiction du nouveau site du Calvaire sur l'avenue Maman Danida, non loin de la Colombe de la Paix. Ce site, toujours appelé Yesu Vito, devra rappeler à tout chrétien usager de la route le sacrifice du Christ pour l'humanité. Charlotte Monsimet. C'est ici, non loin de la Colombe de la Paix, que sera érigée la nouvelle croix du Calvaire. L'ancienne se retrouvant dans l'emprise de la nouvelle voie sur l'avenue Maman Ndanida. L'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Diakwa, en présence d'une dizaine de prêtres et des fidèles de la paroisse Saint-Augustin d'Amotivé, a procédé à la pose de la première pierre et à la bénédiction du site. Ce crucifix à l'entrée de la ville est plein de sens. Il rappelle non seulement le sacrifice du Christ pour l'humanité, mais aussi le devoir de tout chrétien catholique. Souvent nous sommes pris dans le tourbillon de nos activités, du commerce, d'autres choses. On ne parle plus à Dieu. Avant la croix dit, ah tiens, le Christ est là, et avec nous. Ceux qui vont et viennent, ça peut réveiller un peu le soir à quelqu'un, quoi. Il n'y a pas pris aujourd'hui, c'est vraiment le calvaire. Il a donné sa vie pour moi aussi. Alors, même si je suis en voiture, je pense à Dieu, je prie intérieurement, même si je ne fais pas le signe de la croix. La croix, auparavant signe d'humiliation et de punition pour les malfaiteurs, est aujourd'hui devenue le drapeau des chrétiens, leur victoire sur le péché et la mort. Le calvaire de Tokwe sera bâti en forme spirale et la croix placée au sommet pour illustrer le mont Golgotha, un site difficile d'accès aux collines rocailleuses où le Christ a trouvé la mort. D'ici à mi-août, les travaux prendront fin. Le père archevêque a invité l'Assemblée chrétienne à accompagner de prières l'ouvrage dont les travaux viennent de démarrer avant de donner la bénédiction finale. Sport football à présent, plus que quelques heures et le mondial de football FIFA 2014 rentrera dans l'histoire. Durant près d'un mois, les Togolais, tout comme les amoureux du ballon rond du monde, ont suivi avec plaisir tous les matchs de cette compétition. Quelles appréciations font les Togolais de cette compétition mondiale? Les réponses dans ce dossier réalisé par Rachel Aokou. Le monde entier a rêvé, a attendu avec enthousiasme et a vécu passionnément la 20e édition de la Coupe du Monde Brésil 2014. Des 32 meilleures sélections nationales, une seule devra triompher. Une diversité de peuples unis pour la même cause, le football. À cette grande messe sportive, l'Afrique s'est fait représenter par 5 pays. L'Algérie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria et seuls le Nigeria et l'Algérie ont pu atteindre les 8e de finale. Ici, il faut parler de la prestation des équipes africaines. Et j'ai fait partie de ceux-là qui ont regretté cette prestation. Le match ici est assez intéressant, mais je n'ai pas vraiment vu ce que je voulais voir dans cette Coupe du Monde. Genre les grands joueurs que j'avais voulu ressentir, je ne les ai pas vraiment ressentis. Ils n'ont pas vraiment fait les belles actions. Après cette déception des équipes africaines, chaque supporter s'est attaché une équipe. La lourde défaite du pays organisateur face à l'Allemagne a par contre déçu les supporters des Brésiliens. Le Brésil nous a donné l'impression qu'ils ont organisé et qu'ils devaient remporter cette finale, quoi. Mais finalement, au demi-finale, on a vu cette perte inoubliable face à l'Allemagne. Cette perte vraiment inoubliable. Connaissant la qualité individuelle de ces joueurs qui ont eu d'abord à disputer la Coupe de la Confédération jusqu'en finale et sacré championne, on ne pouvait pas s'attendre à un match si catastrophique. L'entraîneur a osé. D'autre part, certains sont fiers de la prestation de l'équipe allemande qui a su mener son jeu à un niveau élevé. Entre l'Allemagne et l'Argentine, il faut avouer que l'Argentine, avec Lionel Messi qui porte le flambeau, c'est assez difficile de se décider, mais l'Allemagne probablement l'emportera. Je pense que je miserai sur l'Allemagne alors.
Pour l'instant, le meilleur buteur de cette compétition est le Colombien James Rodriguez avec 6 buts. Toutefois, il risque d'être détrôné par l'Allemand Müller. Dans cette ambiance de fête et de réjouissance, certains joueurs ont laissé la peau de leurs fesses, entre autres Neymar qui a failli terminer en fauteuil roulant. Pour l'heure, tous les regards sont tournés vers la finale ce dimanche. L'Allemagne a tout de même eu un parcours assez triomphal, mais elle doit affronter l'Argentine de Lionel Messi qui a su tenir le cap jusqu'à la finale de ce mondial Brésil 2014. Demain se dispute donc la finale de la Coupe du Monde. Quel pays supporte les Togolais? Qui de l'Argentine de Messi ou de l'Allemagne de Klose remportera la Coupe? Quels sont les pronostics des Togolais? Suivez les réponses dans ce dossier de Esther Laclé. Après son écrasante victoire en demi-finale face au Brésil, pays organisateur de la Coupe du Monde de football, la Mannschaft affronte ce dimanche l'Argentine. Dernier match pour damer le pion et rafler la coupe en jeu. Après les défaites des équipes africaines, les supporters togolais se rabattent sur leurs équipes favorites et vont jusqu'à pronostiquer. L'Allemagne va gagner l'Argentine 2-0. Le match de demain, l'Allemagne va gagner par 2-0. Pronostic, je vois l'Argentine gagner. Ça serait score étriqué 1-0. Bon, selon moi, c'est l'Argentine qui va gagner. De 1. Au regard de l'ensemble de la compétition, je donne l'Allemagne vainqueur par 3-1. Au moins 100 000 supporters argentins sont attendus au cours de cette compétition et dans les tribunes, 3 femmes de haut rang, la présidente du pays organisateur, le Brésil, Dilma Rousseff, aux côtés de la chancelière de l'Allemagne, Angela Merkel, pays finaliste, et de Cristina Fernandez de Kirchner, l'autre finaliste. Assisterons-nous à la deuxième partie du scénario Brésil-Allemagne? Non, je ne suis pas sûr. L'Argentine n'est pas Brésil. Non, on ne peut pas avoir un match à l'image, on ne peut plus avoir de match à l'image de celui qui a opposé le Brésil à l'Allemagne. Vous le savez, c'est un match historique en ce sens que personne ne s'attendait à un tel résultat. Je crois que ça ne peut pas se répéter, mais par la valeur intrinsèque des équipes, je pense que l'Allemagne est légèrement au-dessus de l'Argentine. Et pendant ce temps au Brésil, plus aucun drapeau aux couleurs nationales dans les rues. Le vert et le jaune du Brésil ont cédé la place au blanc et bleu de l'Argentine et au rouge, jaune et noir de l'Allemagne. La finale se disputera sur le stade du Maracanã. Le Brésil regardera sa finale sans lui. Quelle équipe va-t-il supporter entre son bourreau l'Allemagne et son ennemi l'Argentine? En tout cas, on le saura demain. Pour l'heure, 2500 agents de police sont déployés dans les rues et demain, 3000 agents de la police seront autour du Maracanã. Les Brésiliens n'attendent qu'une seule chose, que cette finale se joue enfin pour qu'on puisse tourner la page. Esther Laclé, en attendant que les Brésiliens tournent la page, ils vont croiser les crampons ce samedi avec les Pays-Bas pour la petite finale. Et pour les Brésiliens, la victoire est plus que nécessaire. Regardez. Cas d'école, comment se motiver pour une 3e place? Je suis toujours motivé. On ne joue plus pour le titre, mais pour notre honneur et notre dignité. Vous devez respecter le maillot que vous portez. La blessure de la défaite ne disparaît pas comme ça. Mais il faut toujours penser au match suivant. On veut le gagner. Ne pas rajouter du scandale à l'humiliation. Sacrée motivation pour le Brésil qui, tant bien que mal, s'entraîne avec le sourire. Le coach Scolari a annoncé 1 ou 2 choix de positionnement différents par rapport à l'équipe du désastre. Drôle de méthode pour apporter de la confiance à ses troupes, le sélectionneur brésilien vient d'élire comme meilleur joueur du mondial Arjen Robben, le buteur de l'équipe d'en face. Avec ses compagnons d'attaque Van Persie et Sneijder, Robben se dit prêt pour le dernier combat. Reste à savoir si la jeune défense néerlandaise tiendra. Sans tactique, sans réflexion, pression, ni motivation d'aucune sorte, Big Ed, la tortue du parc aquatique brésilien de Praia do Forte, a désigné il y a quelques heures le vainqueur de cette 3e place, les Pays-Bas. Mais il faut noter que cette même tortue avait prédit la victoire du Brésil en demi-finale et on connaît le désastre. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Vous retrouvez Isidore Koubatine avec 2h30 pour la dernière édition de ce samedi. Au revoir.